Pour construire des carrières, c'est un peu comme construire les grands gratte-ciel dans certains pays. Il faut d'abord consolider les fondations. Je rongeais un peu mon frein, j'avais les dents qui rayaient un peu le parquet, j'avais une ambition. Le cursus scolaire m'avait expliqué qu'avec un bac+2, on pouvait prétendre rapidement à un poste de conducteur de travaux. J'ai vite compris qu'il fallait quand même l'expérience du terrain, consolider les bases pour pouvoir gravir certains échelons. Au niveau du groupe, aujourd'hui, il y a des réflexions qui se font sur l'intelligence artificielle. Mais en aucun cas, je dis bien, et moi j'en suis le premier partisan, il faut remplacer la décision de l'être humain. Et là, c'est un chantier qui m'a fait grandir. Quand on est tout seul, qu'on est au loin, il a fallu que je montre que j'étais capable. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dans lequel je reçois Monsieur François Moreau, qui est directeur d'exploitation dans le groupe Roger Martin. Donc, je peux te laisser te présenter en quelques mots. Oui. Bonjour, effectivement, François Moreau, directeur d'exploitation au jour d'aujourd'hui chez CETEC, établissement du groupe Roger Martin. Moi, je suis chez CETEC depuis 1991, à l'issue de mon DUT, Travaux publics génie civil, que j'ai fait ici à Bourges, à l'IUT de Bourges, la promotion 89-91. Donc, je suis rentré à CETEC tout de suite derrière. Et donc, j'ai construit ma carrière chez CETEC. Et aujourd'hui, nous sommes partie du groupe familial indépendant Roger Martin depuis 2000. Ok, très clair. On va revenir sur ça un peu plus lors de l'épisode. Pour annoncer un peu, on va parler premièrement un peu de votre parcours sur le plan scolaire, professionnel, qui a fait que vous exercez aujourd'hui ces fonctions. L'idée, ce serait aussi d'évoquer un peu une partie dédiée aux jeunes, parce qu'il y a quelques étudiants qui nous écoutent, donc peut-être savoir ce qui fait qu'un jeune peut mieux réussir qu'un autre, ou comment évoluer un peu en carrière dans le secteur du BTP. Parler aussi un peu du groupe Roger Martin, comment il se structure, même au niveau des différentes filiales. Vous avez parlé de CETEC, etc. Et puis un petit volet qui concerne les avancées technologiques et leur impact sur le secteur du BTP. Donc une première question, moi, qui me venait un peu à l'esprit, ça aurait été qu'est-ce qui a fait plus jeune que vous vous tourniez vers le secteur des travaux publics ? Est-ce que dans votre famille, il y avait quelqu'un qui exerçait une profession dans ce secteur d'activité, ou est-ce que c'est autrement voilà. Non, dans ma famille, pas particulièrement. Je suis issu d'une famille plutôt monde rural, monde agricole. Donc le fait de travailler à l'extérieur et d'être en contact avec du matériel, les engins de travaux publics que je connaissais pas énormément à l'époque où j'ai fait ce choix-là, mais issu, je vous le disais, d'un milieu rural, dans une petite ferme, habitué à monter dès mon adolescence sur des tracteurs, des machines agricoles, j'étais un petit peu attiré par ce genre de métier. Et quand j'étais au lycée, quand il a fallu faire un choix, j'avais deux orientations possibles à l'époque. J'adorais le sport. J'aurais peut-être aimé faire carrière dans le domaine du sport, mais mes qualités physiques de l'époque ne m'ont pas permis de faire ce choix-là. Donc il a été plus raisonnable de s'orienter vers un choix professionnel plus défini. Et puis mon choix s'est fait vers les travaux publics, avec l'IUT de Bourges, avec un petit peu d'incertitude à l'époque. On va déjà continuer la période scolaire pour y voir plus clair après. Ok. Et par curiosité, c'était quel domaine sportif en particulier ? Le rugby. Donc j'ai fait une petite carrière de rugbyman, mais en amateur. Mais au vu de mes performances et de mes capacités, mes aptitudes, je pense que raisonnablement, j'ai eu bien fait de choisir les travaux publics. J'aurais peiné certainement à trouver un club ou à faire une carrière de pro et me nourrir moi et ma famille. Ok. Et vous êtes originaire de Bourges ou d'ailleurs ? Pas du tout. Je suis originaire de la Creuse, un petit village de Creuse, dans l'extrême sud du département de l'Indre, donc du Berry, de la région du Berry. Ouais. Mais à l'époque, j'ai fait ma scolarité au sud du département de l'Indre parce que les écoles les plus proches étaient là. Et tout naturellement, j'ai été régulier vers les lycées d'enseignement général dans cette région-là. Et après, forcément, j'ai continué avec un choix de l'IUT de Bourges parce que c'était ce qui était le plus pratique et ce qui était dans la lignée des orientations que nous avions par rapport à mon lycée, en tout cas, de l'époque. Ok. Et donc, comme vous l'avez dit, vous avez fait un DUT génie civil à l'IUT de Bourges. Donc, il n'y avait pas la partie construction durable, peut-être à l'époque ? Non. À l'époque, c'était sur 2 ans, génie civil, travaux publics et bâtiments. Ouais. Les deux n'étaient encore pas scindés dans cette époque-là. Donc après, à nous de nous orienter vers ce qui nous convenait le mieux. Ouais. Et moi, j'ai préféré les travaux publics par rapport au fait que j'aimais bien les métiers d'extérieur, même si le bâtiment, c'est aussi l'extérieur, mais des métiers qui bougent sans cesse et avec beaucoup de matériel. Donc le choix, il s'est fait là-dessus. Ok. Et sauf erreur, avant, parce que maintenant, c'est un BUT en 3 ans, avant, il y avait une licence juste après le DUT. Vous l'aviez faite ou vous Non, je ne l'ai pas faite. J'envisageais de la faire, effectivement. Mais quand on arrive à un certain âge et qu'on n'a pas la chance d'avoir des parents qui puissent fournir
l'argent nécessaire à pouvoir vivre et voler de ses propres ailes, j'ai voulu rentrer dans la vie active assez rapidement. Donc à l'issue du DUT, j'ai postulé sur Châteauroux dans plusieurs entités à l'époque. Et ayant été recruté par un club de rugby sur Châteauroux, donc mon choix était de regagner cette ville. J'ai eu 3 propositions, j'en ai choisi une, recommandée par un ami à l'époque, un ami rugbyman justement, qui m'avait dit tout le bien qu'il pensait de cette société, qui était déjà une entreprise familiale, indépendante, comme le groupe Projet Martin, mais on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Et donc j'ai fait ma carrière comme ça, en rentrant chez CETEC, par le biais un petit peu des connaissances du rugby. Et puis après, j'ai réussi à monter en grade, et mon directeur de l'époque m'a fait passer un titre pro à une école à Toulouse, au CFPCT, un centre de formation privé d'anciens conducteurs travaux. Donc j'ai un titre pro de conducteur travaux qui m'a quand même aidé à à gravir certains échelons un peu plus rapidement et avoir sur le CV un titre supplémentaire moins généraliste que le DUT génie civil de l'époque, quoi. Ouais, ok. Et justement, à ce sujet, en fait, quand vous rentrez chez CETEC, c'est un poste d'assistant chef de chantier ou autre? J'étais rapidement chef de chantier parce qu'on est dans les années 90, c'était une période où CETEC se développait. Donc il manquait un petit peu de jeunesse et de jeunesse diplômée à l'époque. Même si à l'époque, mon patron là, qui m'a embauché, Monsieur Leloup, qui a fondé CETEC, qui n'est plus là aujourd'hui, mais m'avait expliqué que même avec un DUT, on ne savait rien faire. À l'époque, on n'avait pas la notion d'alternance. Je rangeais un peu mon frein, j'avais les dents qui rayaient un peu le parquet, j'avais une ambition. Le cursus scolaire m'avait expliqué qu'avec un bac+2, on pouvait prétendre rapidement à un poste de conducteur travaux. Mais j'ai vite compris qu'il fallait quand même l'expérience du terrain, consolider les bases de notre savoir, de notre compétence pour pouvoir gravir certains échelons. Et avec du recul, avec mes presque 35 ans d'ancienneté, je m'aperçois qu'il avait grandement raison. Et le titre pro, fait quelques années plus tard, m'a encore aguerri sur le domaine du management et le domaine de la gestion des marchés publics, des choses qu'on ne voit pas forcément au sein de l'IUT. Donc je ne regrette pas ce parcours-là. Et donc effectivement, j'ai été embauché rapidement comme chef de chantier, certes, mis en doublure avec des chefs confirmés, mais qui avaient plus une expérience de chef de chantier par leur expérience propre de terrain, leur longévité, leur année d'ancienneté. Et c'est comme ça que j'ai réussi au contact des anciens, absorber ce qu'ils ont pu m'emmener de la partie pratique et me servir aussi de la théorie que j'avais pu apprendre à l'IUT notamment. Et c'est comme ça que j'ai gravi les échelons. Et puis après, il faut faire preuve de courage, d'ambition, d'abnégation. Voilà, c'est un investissement personnel aussi pour pouvoir y arriver, quoi. La volonté seule ne suffit pas. Ah, c'est ça, vous le dites. Et vos homologues en fait de l'époque, du coup, chefs de chantier, eux, si je comprends bien, ils n'avaient pas forcément de diplôme préalable, c'est qu'ils avaient commencé directement sur le terrain. Non. À part un conducteur de travaux qui est passé ensuite en bureau d'études, quelqu'un qui m'a un peu accompagné, je le remercie même aujourd'hui, qui avait aussi un bac+2. On n'avait pas énormément de gens hyper diplômés. C'était une génération où les gens faisaient leurs preuves sur le terrain. Ouais. C'était fait à force d'abnégation, de courage il y avait déjà, on était beaucoup moins mécanisés que maintenant. Il y avait beaucoup moins d'assistance informatique que maintenant, de support informatique. Donc les compétences et les exigences à ces postes-là n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les attentes n'étaient pas les mêmes, quoi. Quand je suis arrivé, on commençait juste à faire des contre-études de chantier. On commençait juste au niveau de la sécurité. Il n'y avait pas les PPSPS comme maintenant. Tout ça, ça a évolué. La sécurité a évolué. Après, il y a le volet de l'environnement qui a évolué, les normes, les labellisations, les ISO, tout ça. Tout ça, je l'ai vu arriver, quoi. Donc forcément, on n'avait pas besoin de gens surdiplômés. Et puis l'outil informatique, quoi. Maintenant, tous les chefs de chantier sont équipés de tablettes, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a Internet. C'est des choses. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on avait des radios Motorola dans les camionnettes de chantier pour communiquer par radio quand ça voulait bien passer avec notre base, quoi, notre siège. Ah oui. Et chez CETEC, ensuite, du coup, vous passez à un poste de conducteur de travaux, après chef de chantier. Oui, jusqu'à. Oui, voilà, donc effectivement, j'ai fait une petite dizaine d'années de chef de chantier. Après, progressivement, mon directeur de l'époque m'a emmené à une montée en compétences, m'a déjà me faire des chantiers tout seul, en autonomie, sous sa surveillance, bien évidemment, au niveau des résultats, des comptes et puis de la gestion du personnel et du matériel. Et à l'issue de ça, forcément, il m'a fait évoluer tout naturellement sur un poste de conducteur de travaux. Voilà. Okay. Que j'ai effectué aussi encore un bon nombre d'années avant de passer sur de la responsabilité d'exploitation et maintenant, depuis quelques années, de la direction. Et parmi ces quelques années professionnelles, mine de rien, est-ce qu'il y a un projet en particulier qui a retenu votre attention? Moi, j'imagine qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a des particularités sur chacun des chantiers, mais que ce soit pour des raisons diverses, que ce soit... Celui qui m'a le plus marqué,
En réalité, c'est en 1999. Nous étions en sous-traitance pour une grosse entreprise de terrassement, forésienne d'entreprise, pour ne pas les citer, qui depuis ont été rachetés, font partie d'un groupe. Et c'était le contournement de Saint-Julien dans l'Haute-Vienne, dans le 87. Donc c'était un chantier assez important. Donc nous, c'était que nous avions en charge de toute la partie assainissement. Et comme nous étions en grand déplacement, nous étions loin de nos bases. Le directeur de l'agence CETEC du moment, M. André Méry, qui m'avait confié donc, le suivi des travaux. Et il me demandait de rendre des comptes à chaque fin de semaine où il passait me voir une fois tous les 15 jours. Mais j'étais vraiment livré à moi-même en contact de l'entreprise principale. Nous étions plusieurs sous-traitants. Et là, c'est un chantier qui m'a fait grandir. M'a fait grandir parce que quand on est tout seul, qu'on est au loin, et à l'époque, il n'y avait encore pas les portables, pas les ordinateurs portables. Donc il a bien fallu que je me débrouille, il a bien fallu que je montre que j'étais capable, que l'entreprise et mon employeur pouvaient me faire confiance. Et puis ça m'a un petit peu dégourdi, comme on dit dans le jargon. Ça m'a appris à me débrouiller un peu tout seul, être un peu plus autonome, de prendre des coups, parce que des fois dans le métier, quand on est jeune avec des majors, et des fois on prend des petites calottes parce qu'on manque d'expérience, mais justement on rebondit et ça nous permet de grandir. Et c'est un chantier qui a duré un peu plus d'un an. Hein, on a fait des kilomètres et des kilomètres de drain, on a 8 bassins de rétention, enfin toute la partie assainissement liée à un contournement de la ville que je viens de nommer, Saint-Julien. Donc c'était vraiment une très belle opération, avec des gros volumes de terrassement. J'ai pu aussi m'approprier un peu les techniques des gros terrassiers, en fonction de regarder comment ils procédaient, me rendre compte comment on faisait un atelier de production, comment on optimisait de la production, comment on calculait un échelon de gros transports sur les grosses packs de production, des choses que nous, on n'a pas en agence de VRD. Donc ça m'a permis de grandir. Et puis ça m'a marqué doublement, parce que 99, en plus, c'est l'année de mon mariage. Donc je préparais mon mariage tout en étant en grand déplacement. Depuis la caravane, nous étions tous les entreprises sous-traitantes du groupement qui travaillaient pour l'entreprise forésienne. Donc ça a été un cap, un franchissement dans ma carrière, et c'était un des plus gros chantiers que j'ai fait dans ma jeune carrière de l'époque. Ok, parce que vous étiez du coup chef de chantier à l'époque. Oui, chef de chantier. Et en termes d'assainissement, c'était principalement de l'eau pluviale ou il y avait aussi un peu d'eau usée? Non, que de l'eau pluviale. On est sur un contournement d'une ville, donc c'était les routes de la Dire, c'était la Dire Ouest, et autant que je me souvienne. Et donc c'était une mise à 2 fois 2 voies du contournement du lieu-dit de Saint-Julien qui posait problème pour les transports routiers, poids lourds et autres. Donc c'est un contournement sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc je me souviens avoir fait à l'époque une vingtaine de kilomètres de drainage sur les zones de déblais. Il fallait drainer les déblais. Tous les ouvrages hydrauliques de traversée, les petits ouvrages, pas les ponts et les choses de ce style, pas les ouvrages supérieurs ou les ouvrages inférieurs, mais des traversées en bus de diamètre 600 jusqu'à diamètre 1600, et tous les bassins de rétention avec les ouvrages de dépollution et les ouvrages de confinement en cas de pollution. Donc c'était un chantier d'assainissement pur, mais qui m'a permis de bien m'aguerrir dans cette partie-là. Ouais, j'imagine, parce que vous deviez avoir, en fait, étant donné que vous étiez chef de chantier, il y avait peut-être plusieurs chefs d'équipe avant d'avoir les équipes, ou vous suiviez une seule équipe? Non, j'étais tout seul. J'avais de quoi de faire 2 petits postes. J'avais suffisamment de personnel pour emmener 2 tâches de front, mais c'était des tâches similaires, donc ça ne demandait pas d'organisation. Okay. Et 2 fois par semaine, dans les locaux de l'entreprise principale, il y avait des réunions, ce qu'on appelait des réunions sous-traitants. On affinait le planning à venir, on faisait le prévisionnel, on ajustait ce qui s'était fait par rapport aux intempéries notamment. Et voilà, et je rendais compte tous les vendredis soirs, je repassais au bureau, je me souviens, donc à l'agence de Dior, où je rendais compte à mon directeur, et puis en fin de mois, je lui emmenais mes maîtres, il m'apprenait à faire mes premières situations de travaux vis-à-vis de l'entreprise principale, et puis c'est comme ça que j'ai appris à faire mes premiers constats et autres. Je vous dis, c'est vraiment l'année charnière pour moi, pour mon passage de chef de chantier confirmé ETAM à un poste déjà en conduite de travaux, et progressivement derrière, dans les années derrière, avec la formation à Toulouse avec un titre pro, comme je vous l'évoquais tout à l'heure aussi, ça m'a permis de franchir le cap, mais on y était gentiment. On n'a pas brûlé les étapes. Et c'est avec du recul, c'est quand aujourd'hui je reçois des jeunes et des jeunes diplômés qui intègrent nos équipes, c'est le discours que je leur tiens, quoi. Je m'appuie un peu sur mon expérience, même si des fois ça pourrait aller plus vite. Il y a des personnages chez qui ça va aller plus vite que d'autres, mais il faut pas brûler les étapes, quoi. Pour construire des carrières, c'est un peu comme construire les grands gratte-ciel dans certains pays. Il faut d'abord consolider les fondations. Et une carrière, elle se tient, elle ne peut pas aller très haut dans une carrière, mais il faut que les fondations soient sérieusement consolidées. Ok, très clair. Et vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure au sujet
au sujet du fait qu'il y avait pas mal de méthodes qui avaient changé au fil des années. Vous l'aviez vu, entre Ouais. le début, entre vos premières années et maintenant, dans les méthodes, ça a un peu évolué. Et est-ce que, étant donné que voilà, le groupe CETEC et Roger Martin, plus largement, ont déjà quelques années, est-ce que c'est déjà arrivé que vous soyez confronté face à des situations où il fallait un peu revoir des méthodes plus traditionnelles pour en faire des méthodes un peu plus adaptées pour des soucis d'efficacité ou des soucis de sécurité ou autres? Bah, ce que je constate aujourd'hui avec du recul, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui ont beaucoup évolué. L'assistance en guidage 3D, il y a plein de choses qui ont évolué pour on va dire, la mécanisation de nos travaux pour éviter de la pénibilité. Mais de toute façon, quand à un moment donné, on ne sait pas mettre en œuvre ce qu'on a appris ou ce qu'on a vu faire pendant des années, Hmm. c'est pas de tout révolutionner, c'est d'avoir la capacité à s'adapter à l'instant T. Il n'y a pas de solution miracle. C'est ce qui fait un peu le charme de nos métiers. À un moment donné, il y a les bases, il y a la théorie, mais la pratique, vous êtes sur un chantier, suivant ce que vous allez rencontrer, par rapport au personnel que vous imaginez, et surtout le matériel, des fois, il faut être capable de s'adapter rapidement, parce que le temps, c'est de l'argent, ça, on le sait tous. Entre les délais qui nous sont impartis, la rentabilité que voulons, nous souhaitons avoir sur nos chantiers, nos opérations. Mais je pense que c'est plus une notion d'adaptabilité, parce que les bases, elles sont toujours là. Après, on a amélioré, je vous dis, par rapport à la pénibilité des gens, par rapport à la qualité, l'environnement, on a mis des choses en place et on a des matériels, des logiciels qui nous permettent aujourd'hui, je pense notamment à l'IA, au niveau du groupe, aujourd'hui, il y a des réflexions qui se font sur l'intelligence artificielle. Voir si ça, à quelle mesure ça pourrait être d'une certaine utilité. Mais en aucun cas, je dis bien, et moi j'en suis le premier partisan, il faut remplacer la décision de l'être humain. Les gens qui ont la compétence, qui ont l'expérience sur le terrain, à un moment donné, l'intelligence artificielle dont nous parlons à l'instant, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. À un moment donné, il faut laisser un petit peu la main à l'être humain, parce que nous, dans la grande famille Roger Martin, ce qu'on met en avant en premier lieu, c'est l'être humain. C'est les femmes et les hommes qui composent le groupe, les équipes, les établissements. Voilà, on compte sur la valeur de chacun et c'est ce qui fait un peu notre force. Le matériel, toute entreprise de TP qui se respecte est capable, s'il a la trésorerie, de s'acheter le matériel dernier cri. Mais être capable de former des gens, de les faire monter en compétences et de les conserver au sein de nos équipes, ça c'est plus compliqué. Ok, très clair. Pour parler un petit peu maintenant de ce que vous faites maintenant, est-ce que vous pourriez un peu expliquer concrètement en quoi ça consiste le poste de directeur d'exploitation? Parce que c'est vrai que moi, pour avoir fait aussi un BUT Génie Civil à l'UT de Bourges, les postes de chef de chantier ou conducteur de travaux, on entend quand même parler, on nous l'expose assez régulièrement. Et c'est pas rare que des jeunes se disent vouloir Mmh. devenir chef de chantier ou conducteur de travaux, mais directeur d'exploitation, c'est vrai qu'à titre personnel, maintenant que je suis dans le monde professionnel, c'est une profession que j'entends Mmh. parfois et qui est un petit peu floue. C'est vrai que je vois pas exactement ce qui est fait concrètement Mmh. quand on est à ce poste. Donc, est-ce que vous pourriez Oh nous oui, en bien dire un peu sûr. plus? Alors, un directeur d'exploitation, d'une agence à l'autre, d'un établissement à l'autre, il n'y a pas tout à fait la même définition. C'est à l'appréciation du directeur de région, enfin, du supérieur hiérarchique. Il y a une forme de répartition du travail qui se fait entre un directeur de région ou un directeur d'agence et son directeur d'exploitation. Bien souvent, le directeur d'exploitation, il a la charge, comme son nom l'indique, de tous les chantiers et des équipes qui sont dans son giron d'intervention, qui est bien souvent géographique quand on parle d'un établissement, par rapport à une région ou par rapport à plein de choses. Donc moi, par exemple, à titre d'exemple, moi, on me confie la mission d'affecter les affaires dès qu'elles sont obtenues au conducteur de travaux, en vérifiant que le plan de charge de chaque conducteur de travaux est à peu près équilibré. Par exemple, moi, dans mon giron, CETEC du secteur 1, j'ai avec moi 4 conducteurs de travaux. Donc quand je reçois les notifications de certaines opérations ou des retours de devis pour des particuliers et autres, toute cette masse de boulot, il faut la répartir équitablement à chaque conducteur de travaux. Donc ça, c'est le rôle du responsable d'exploitation ou du directeur d'exploitation. Il faut aussi s'assurer que les informations montantes ou descendantes soient bien transmises entre le directeur de région ou le directeur d'agence et les conducteurs de travaux, voire en dessous. Il faut s'assurer aussi au niveau du recrutement, au niveau du personnel. Il y a une partie RH dans le boulot du directeur d'exploitation. Il y a des rendez-vous qui sont pris, des entretiens, que ce soit pour le recrutement à court terme ou le recrutement d'avenir. J'en veux pour preuve l'alternance ou les stages. Systématiquement, chez nous, chez CETEC, toute demande de stage fait l'objet d'un rendez-vous préalable. Et généralement, ce rendez-vous, c'est moi qui le fais. Enfin, c'est le directeur d'exploitation qui le fait. Ça soulage un petit peu le directeur de région, le directeur d'agence, d'une part. Et le directeur d'exploitation, il a la vue sur son vivier.
Et il sait à un moment donné, dans sa courbe et dans ses équipes, il y a des gens qui vont partir en retraite, il y a des gens qui vont monter, un chef de chantier va peut-être passer conducteur de travaux, il va falloir renouveler les postes de chef de chantier. Donc tout ça, c'est pour préparer l'avenir. Et le meilleur visionnaire dans un établissement, qui plus est quand il y est depuis de nombreuses années, c'est bien souvent le directeur d'exploitation. Et puis, bon, comme on est dans une agence, on n'est pas non plus 15 000, CETEC, c'est 160 et quelques personnes. Donc on arrive aussi à trouver un peu de temps pour continuer à faire un peu de chantier, garder la main avec certains clients ou des chantiers qui présenteraient une difficulté que certains jeunes conducteurs de travaux pourraient pas assumer. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'équilibre de charge de chacun de mes conducteurs de travaux et de ne pas faire en sorte qu'il y en a un qui soit dans le dur, qui ait trop d'activité, qui soit en surcharge et en surchauffe. Ce serait de l'envoyer droit dans le mur. Donc de temps en temps, pour réguler l'activité, quand on est sur des années où il y a beaucoup, beaucoup d'affaires, il m'arrive d'en prendre quelques-unes pour soulager l'ensemble de mes conducteurs de travaux, parce qu'on n'a pas les moyens, des fois, au vu de notre chiffre d'affaires annuel, d'embaucher systématiquement un conducteur de travaux supplémentaire, quoi. Donc on régule comme ça. Et puis après, il y a des petites tâches qui viennent. Nous, on a une plateforme de valorisation chez CETEC. Et cette tâche, je m'en occupe personnellement. On a un petit magasin avec un magasinier qui gère un peu les consommables et tout. Donc il faut bien un supérieur hiérarchique. Donc il est dans mon giron. Ça, c'est un peu les tâches du directeur d'exploitation dans une agence de VRD structurée comme la nôtre. Ok, donc malgré le poste de directeur d'exploitation, il y a toujours une partie conduite de travaux Oui, pour soulager les conducteurs de oui. travaux, comme vous venez de le dire, ou pour des chantiers un petit peu particuliers. Particulier, et puis parce faut être honnête, vu l'agence où je suis, il reste du temps pour faire ces choses-là. J'en ai pas énormément, mais il en reste. Il faut bien optimiser son temps, hein. Ouais, Faut optimiser son temps. Et puis le dernier truc aussi, c'est que je fais du commerce, quoi. ouais. Ça, c'est le rôle du directeur d'exploitation aussi, c'est de soulager son directeur de région qui peut pas être présent au quotidien sur notre emprise commerciale locale. Donc il faut à un moment donné être là. On veut, par exemple, en début d'année, pardon, c'est assister aux vœux des maires, des présidents de département, des choses de ce style. C'est aller à des réunions préparatoires avec les bailleurs sociaux pour écouter les projets, aider le bureau d'études des fois quand ils sont avec beaucoup de chiffrage et des gros dossiers sur les planches à dessin, sur les tables, sur les bureaux. Il faut être là aussi pour pouvoir aider à chiffrer des fois des petites opérations. Voilà. C'est tout un ensemble. C'est un rôle qui est très complet, mais qui est passionnant. Qui est passionnant parce que on a un peu, on a la chance d'avoir certaines libertés de décision. On a la chance d'avoir certaines libertés pour signer jusqu'à un certain niveau en marché privé, en marché public. Donc on nous fait confiance. Donc le recrutement nous fait confiance, que ce soit sur la récompense ou sur la discipline, parce qu'on parle toujours de récompense, mais des fois quand ça va pas, il faut être capable de convoquer quelqu'un et remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Malheureusement, ça fait partie de notre job. C'est pas le plus agréable, mais il faut être là, être capable de le faire. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et à un moment donné, quand il y a des gens qui veulent sortir du cadre, nous, on fixe un cadre. Le groupe fixe un cadre. Nous, après, dans chaque établissement, on refixe un cadre au sein du cadre qui est sensiblement le même. Et les gens, il faut qu'ils restent dans ce cadre-là. S'ils n'y restent pas, à nous de faire le premier avertissement, la première sommation, comme on dit, pour faire en sorte que voilà, les gens rentrent dans ce cadre. Donc on est là aussi pour ça. Oui, bien sûr, ce qui est normal. Ouais. Et il y a quelques étudiants qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur diriez qu'est-ce qu'ils pourraient avoir chez Roger Martin qu'ils ne pourraient peut-être pas retrouver dans d'autres plus gros groupes? Chez Roger Martin, ce que je dis tout le temps, maintenant je commence à connaître le groupe, hein, ça fait bientôt 26 ans, c'est que c'est un groupe familial, indépendant, et ça c'est indéniable que ça dégage d'autres valeurs. Il m'est arrivé de faire des chantiers avec des majors en groupement ou en sous-traitance. Nous, on est quand même chez le groupe Roger Martin, c'est la quatrième génération de notre PDG, c'est monsieur Vincent Martin, quatrième génération de Martin. On a fêté l'an passé les 130 ans du groupe Roger Martin, donc il y a une certaine longévité qui prouve que le groupe est sain, le groupe est bien géré. Donc la chaîne de direction est très rapide. Donc quand il y a une décision à prendre, que ce soit sur de l'investissement matériel, sur plein de sujets, je ne vais pas m'attarder sur tous les sujets, quand on a besoin de l'aval de la grande direction, il n'y a pas 15 000 intermédiaires, ça va très vite jusqu'aux décideurs et ça redescend tout aussi vite, quoi. Ça, c'est appréciable. On fait confiance aux gens. Le groupe, depuis quelques années, véhicule des valeurs et partage des valeurs. On a 4 valeurs cardinales que sont l'indépendance, la performance, la confiance mutuelle et la responsabilité. Quand on essaye d'analyser les 4 mots que je viens de citer, on voit tout de suite les valeurs que le groupe veut mettre en avant. Et le groupe, je répète, mais c'est Vincent Martin, dans toutes ses prises de position et de parole, ce qu'il met toujours en avant, c'est l'être humain, les hommes et les femmes. Et ça, voilà, on n'est pas des pions, quoi.
On n'est pas des pions. On a des devoirs, on a des obligations, certes, on a des résultats à obtenir, mais on nous aide. Et on nous aide à le faire. Et si on n'y arrive pas et qu'on trouve une raison, voilà, on est toujours, on n'est pas on n'a pas une cible au-dessus de la tête systématiquement en permanence, quoi. Et on a des métiers évolutifs. Nous, on fait confiance à la nouvelle génération. On aime bien de l'alternance, on en a parlé aussi tout à l'heure, depuis les CAP, constructeurs routes, canalisateurs, jusqu'à des bacs pro, des BTS, des BUT. On en a de plus en plus qui nous sollicitent, même notamment sur Bourges. Et puis même plus, on a eu l'occasion d'avoir des gens en licence. Donc après, c'est des gens qu'on arrive à faire monter plus rapidement que de ma génération sur des postes à responsabilité, aussi bien en étam qu'en cadre. Et donc voilà, on n'est pas fermé. Et le groupe Roger Martin, c'est 74 établissements aujourd'hui dans une grande partie de la France, surtout on va dire un grand quart Est. Depuis un an, là, il y a eu des rachats, développement externe avec deux sociétés, Buesa et Famille. Et Buesa qui sont vraiment sur le sud-ouest de la France, enfin sud et sud-ouest, depuis Avignon, Béziers, Toulouse et en dessous de Bordeaux. Donc ça permet aussi à la nouvelle génération diplômée de ne pas être obligé de... Parce qu'on comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup de turnover chez nous, mais malgré tout, il y a des jeunes qui aimeraient bien bouger pour suivre le conjoint, la conjointe ou pour des raisons familiales. Et aujourd'hui, le groupe Roger Martin, avec tous ces établissements dans une grande partie de la France, permet de faire des mutations. Donc ça donne aussi, ça donne un petit plus dans le recrutement. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, moi, je 35 ans de carrière, s'il ne m'arrive pas une tuile, je fêterai mes 40 ans chez Setec et chez Roger Martin. Aujourd'hui, des carrières aussi longues comme ça, avec un seul employeur, c'est pas dit que... Mais en donnant la possibilité de pouvoir aller d'un établissement à l'autre, de pouvoir évoluer si on est bloqué dans un établissement à Dijon et qu'on sait qu'en allant à Toulouse, par exemple, on peut évoluer parce qu'une place se crée, c'est important pour promettre à la jeune génération, la nouvelle génération diplômée qui plus est, d'avoir un plan de carrière plus rapide et plus en adéquation avec ce qu'ils souhaitent réellement faire. D'accord. Et quand vous disiez la quatrième génération de Martin, c'est qu'en fait son arrière-arrière-grand-père, c'est celui qui a fondé le groupe. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est toujours resté dans la famille. Intéressant. Le premier, c'était Eugène. Alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Eugène le premier, Roger Martin le deuxième, qui a donné donc son nom d'entreprise. Pierre Martin, l'avant-dernier, donc les trois malheureusement ne sont plus du monde, et donc Vincent aujourd'hui qui est à la tête du groupe depuis déjà quelques années. D'accord. Ok, et bon, vous avez commencé à y répondre précédemment, mais pour vous, sur quoi un jeune devrait peut-être plus se concentrer pour évoluer rapidement, rapidement ou pas rapidement, parce que comme vous le disiez, dans le BTP, il faut construire des bonnes fondations pour pouvoir ensuite évoluer. Et donc, selon vous, ce serait ça se résumerait à vraiment faire en sorte de maîtriser l'ensemble des bases avant d'espérer passer à l'échelon supérieur. Et ainsi de voilà, suite. moi, ça j'en suis intimement convaincu et je ne suis pas le seul à le penser. Si on veut construire une carrière, la faire monter le plus haut possible, il faut vraiment consolider ces fameuses fondations. Alors les fondations, c'est quoi ? Bien sûr, c'est la théorie. Il y a bien sûr une masse de théorie, mais il y a aussi l'expérience du terrain. Et quand je reçois des jeunes en première année ou en deuxième année de BUT qui font même des fois des stages, les premiers stages de 4 semaines en entreprise, et ça, ils ont bien compris mon message. J'ai dû être assez dissuasif et explicatif sur mes propos. C'est qu'ils n'hésitent pas à prendre la pelle, la pioche et le balai. Ça, c'est la première des choses. Il faut faire preuve d'humilité. C'est pas parce qu'on est sur un cycle universitaire, on prépare un bac plus 3, qu'il faut qu'on arrive sur le chantier et puis commencer à vouloir commander des gens, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas ce niveau d'instruction, mais qui sont très doués de leurs mains et qui savent très bien faire ce qu'ils font parce qu'ils l'ont fait par répétition. Donc, ils ont appris comme ça. La base de l'éducation, avant qu'il y ait le système scolaire, c'était la répétition. Quand on a des bébés, ils répètent à un moment donné les gestes qu'on leur montre. Ouais. Et c'est pareil sur les chantiers. Il faut faire les choses soi-même, les répéter plusieurs fois pour les maîtriser, parce qu'un jour, ces gens-là, quand ils vont tutoyer des postes d'encadrement, ils vont être obligés d'expliquer à d'autres personnels comment se font les choses. Et l'explication, c'est une chose, mais savoir le montrer, c'est hyper important. Alors bien évidemment, on ne va pas demander à un futur chef de chantier, un conducteur de travaux, de savoir conduire les bulles, les pelles, les niveleuses, de savoir faire de la maçonnerie, de faire du désactivé, de poser des pavés. Non, mais il faut avoir des notions sur l'ensemble de ces tâches. Et ça ajoute d'autant plus de crédibilité. Et je pense à l'exemple du conducteur de travaux, quand il fait sa contre-étude et son planning prévisionnel, et qu'il doit découper en tâches son opération et mettre des rendements en face de chaque tâche avec du personnel et du matériel. Si vous voulez, quelqu'un qui n'aura pas déjà vu faire ça, je pense qu'il risque de se tromper. Il ne va pas optimiser correctement son matériel. Il va mettre des pelles trop grosses dans des milieux trop
trop exiguë, pensant que plus la pelle est grosse, plus on va aller vite. Mais à un moment donné, la pelle, elle doit être grosse pour certaines tâches, notamment de la production en terrassement. Mais quand on est en assainissement, en milieu urbain, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Il faut optimiser le matériel par rapport à l'environnement. Et ça, quand on ne l'a jamais fait, voilà, ça s'improvise pas. Non, complètement. Puis pour confirmer un peu vos propos, ça me fait penser un peu en plus à l'IUT de Bourges, mais on avait reçu une bibliothèque de temps unitaire Mm. avec un certain temps pour un certain nombre Ouais. de mètres linéaires de telle ou telle Mm. tâche. Et en fait, assez vite, en entreprise, je me suis rendu compte que Ouais. c'était vraiment pas fiable parce Ouais, que ouais. ça dépend vraiment en plus des moyens matériels humains de l'entreprise. Puisqu'on va Et trouver, quand on parle de terrassement et d'assainissement, comme vous dites, des tranchées en milieu urbain, il suffit de voir les réseaux qui sont en place. Donc en fonction de l'encombrement du sous-sol, les rendements peuvent être diminués divisés par deux, voire mm, plus. Donc il y a pas là, c'est l'expérience du terrain. Donc là, un jeune diplômé, c'est ce que je lui dirais, de faire preuve d'humilité dans un premier temps, d'avoir la passion de métier. Il faut être passionné et patient. Et tout arrive un jour si on a la volonté, si on a la tête bien faite, qu'on a le courage, qu'on n'hésite pas à se lever le matin. On a des métiers quand même d'extérieur. Tant qu'on n'a pas commencé sa carrière de cadre, on ne fait pas des demi-journées bureau ou des tiers de journée restaurant avec nos clients. Ça arrive qu'au bout d'un certain temps. mm. Au début, faut être sur le terrain, braver la météo, braver les aléas, écouter les conseils avisés des fois des anciens. Ils ne disent pas que des bêtises. Faut pas... Et puis après, ben, quand on a la maturité, eh ben, on prend le bon chez les anciens. Nous, on amène sa petite touche personnelle. Et puis quand la mayonnaise de tout ça a pris, ben, ça ouvre les portes à des très belles carrières. Ok, et pour revenir un peu sur le groupe Projet Martin, aujourd'hui, vous couvrez quel domaine du TP au sens vraiment large, Ah, au sens large, en comprenant les filiales? dans tous les établissements que constitue le groupe, il y a tous les métiers de la VRD, il y a du génie civil, il y a de Ok. l'électricité, il y a du bâtiment, il y a des agences routières, des agences de grands travaux d'enrobés qui peuvent faire avec des centrales mobiles, des grosses centrales mobiles, des gros chantiers avec des forts tonnages d'enrobés, et ça sur toute la France. On a les agences grands travaux de terrassement qui eux aussi sont équipées pour faire des gros chantiers de terrassement dans toute la France. Puis après, dans chaque région, comme nous, dans la région Roger-Martin, Centre-Val de Loire, nous, il y a 6 établissements dans notre région, et chaque établissement, on a à peu près pratiquement les mêmes métiers, c'est-à-dire qu'on fait de la VRD, voirie réseau divers, et nous, dans notre région, on fait aussi pas mal d'enrobés, parce qu'on a la chance d'avoir 4 centrales enrobées dans notre région Centre-Val de Loire. Donc, quand on a des centrales enrobées, bah, le but, c'est de vendre des enrobés, quoi, en fourniture, transport et mise en œuvre, bien évidemment, pardon. Mais le groupe Projet Martin aujourd'hui tutoie quasiment tous les métiers. Et puis, je vous dis, géographiquement, on est bien positionné, quoi. Hmm. Très bien Et positionné. en termes de génie civil, ça va être sur des ponts, des barrages, Oui, 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 oui. Ouais. Donc ça, c'est une agence à côté de Dijon qui a été rachetée un petit peu après nous, l'agence SNCTP, donc sur Dijon, qui ont plusieurs départements, notamment un département génie civil où ils font des ouvrages assez régulièrement, des ouvrages sur des deux fois deux voies et autres. Ok. Donc ben, l'avantage d'être multimétier, c'est que quand aujourd'hui l'agence Grands Travaux, l'AGT comme on l'appelle, répond sur des gros marchés de terrassement où il y a des lots uniques. J'en veux pour exemple Gimont, entre Toulouse et au-dessus de Toulouse, sur une création de 4 voies d'autoroute. Donc il y avait des lots uniques avec des ouvrages d'art. Donc ben, Roger Martin peut répondre et il a dans ses établissements des sociétés qui sont capables de faire les lots gros œuvres. Hmm. On a le terrassement, on a GTE, les grands travaux d'enrobés qui sont capables après de faire les tapis. Donc voilà, après, on peut répondre sur des grosses opérations. Enfin, le gros projet Martin peut répondre sur des grosses opérations parce qu'ils savent qu'ils ont tous les métiers à leur disposition, pas besoin de faire appel à des sous-traitants locaux, même si des fois ça se fait quand même pour des tâches, on va dire, secondaires comme les clôtures, le marquage, des choses de ce style. Même aujourd'hui, on a monté un département où on fait de l'extrudé pour les bordures et les GBA coulés en place, chose que nous n'avions pas dans le groupe, donc c'était forcément et systématiquement de la sous-traitance. Aujourd'hui, on a une agence d'extrudés dans le groupe Roger Martin. Vous entendez quoi par extruder C'est exactement? tout ce qui est coulé en place. D'accord, ok. Caniveau à fente, bordure coulée en place. Ok. C'est des machines à coffrage glissant. C'est pour faire les GBA en milieu de deux fois deux voies, des choses de ce style. Ok. Et du coup, vous, c'est plus du côté sur CETEC que vous êtes directeur d'exploitation. Et Oui. CETEC, ça se concentre sur quelle branche du TP?
Cette nous, c'est vraiment de la VRD et les VRD. routes. Hein, donc, on Ok. fait quelques terrassements, mais jusqu'à un certain volume. Quand les terrassements commencent à être suffisamment importants, justement, le fait d'appartenir au groupe Roger Martin et d'avoir des agences grands travaux, on fait ce qu'on appelle de la synergie de groupe. Donc, on demande à ce qu'une l'agence grands travaux vienne nous épauler sur certaines opérations où il y a vraiment des gros volumes de terrassement, parce qu'eux, ils ont les échelons de matériel et de production en adéquation. Et voilà quoi. Mais nous, on travaille sur donc l'Indre. On a deux petites agences dans le Cher, une à Vierzon et une à Saint-Amand, ce qui fait qu'on rayonne principalement Setec sur deux départements, le 36 et le 18. Mais on peut très bien aller au nord de la Haute-Vienne, dans le 87. On peut aller au nord de la Creuse, dans le 23, parce que c'est des départements limitrophes. On peut aller un peu dans l'Allier. Mais aujourd'hui, il faut raisonner région depuis le 1er janvier. Là, c'est tout frais. Roger Martin a créé une région, Roger Martin Centre-Val de Loire, dont le siège est chez CETEC, parce que CETEC, c'est la plus grosse et plus ancienne entité Roger Martin dans cette région-là, qui regroupe 6 établissements. Donc il y a Axiroute sur Bourges, à la Mhm. Chapelle-Saint-Ursin, Axiroute dans la banlieue d'Orléans, Chapelle-Saint-Mémin dans le 45. On a Merlot, l'agence Merlot à Meuve-sur-Loire dans le 58. Et puis nous, le siège de CETEC à Dior, dans la banlieue de Châteauroux, et notre petit dépôt à Vierzon, et un autre à Orval, qui s'appelle TTR, parce qu'à l'époque, quand ça avait été racheté, ça portait ce nom-là, et pour pas froisser le commerce. D'ailleurs, on est région, donc, mais je tiens à dire quand même que chacun a conservé son nom, tous ceux que je viens de vous citer, d'un point de vue commerce, pour pas que nos clients habituels soient contrariés par ça. Mais par contre, on est vraiment une région bien définie, avec un numéro de SIRET commun, et ça nous permet, quand on répond sur des grosses opérations, d'avoir une force de frappe plus conséquente, parce qu'on peut mettre en avant la région. Donc la région, je vous l'ai dit, c'est 4 centrales enrobées, c'est plus de 360 collaborateurs. Donc voilà, on a une force par rapport à la concurrence un peu plus forte, quoi. Ouais, d'accord. Et Ouais. Et ça nous permet aussi, après en interne, de mutualiser les services supports, que sont la topo, les labos, les industries. Donc on a mis un directeur de région, un responsable région à chaque service support. Ça évite d'en avoir un dans chaque entité. On a mutualisé tout ça. Et on a un Ouais. directeur de région, qui est M. Christian Bodin, qui était le directeur de CETEC, qui est passé directeur de région. C'est pour ça que dans chaque agence, on a besoin d'avoir un responsable d'exploitation ou un directeur d'exploitation pour épauler notre directeur de région qui doit être de façon hebdomadaire un peu présent sur l'ensemble du territoire de la région Roger Martin, Centre-Val de Loire. Ok. Et vous l'avez dit, le groupe Roger Martin, ils ont déjà à plusieurs reprises racheté des entreprises. Ouais. Donc CETEC, j'avais noté SNP, le groupe Moulin, plus récemment Buzz ATP ou Family SNCTP, ouais. SNCTP, Voilà. d'accord, ok. Et comment se passe concrètement ce genre d'opération Est-ce que en fait, le groupe approche le dirigeant d'une boîte, lui propose voilà, de racheter l'entièreté du capital, et puis même post-rachat, en fait, au niveau des moyens matériels et humains, est-ce que c'est vraiment mutualisé, c'est-à-dire que ça va être les moyens matériels du groupe Roger Martin qui seront à disposition de l'entreprise, ou est-ce qu'il garde quand même une certaine indépendance? Comment est-ce que ça s'organise? Chaque entité garde à peu près son indépendance. On a tous nos parcs matériels, nos équipes en place, nos locaux, nos fonciers. Après, il peut y avoir de temps en temps des renforts ponctuels. Nous, on appelle ça dans le jargon une synergie. Ok. Il suffit qu'une agence, on va parler de la nôtre, de la mienne, CETEC, on ait une charge de travail qui ne nous permettent pas de l'assumer. Il y a trop de volume et il y a d'autres agences du groupe qui seraient, elles, en souffrance. Donc, et on peut s'envoyer des équipes complètes, chefs de chantier, ouvriers, voire Ok. même du matériel. Ça, c'est vraiment de la synergie. C'est ce qu'on a commencé à faire dans les années compliquées, notamment au moment du Covid, où il y a eu plein de facteurs qui ont fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui étaient un peu dans le dur dans le groupe. Donc, les équipes pouvaient voyager d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Après, en ce qui concerne le début de votre question sur le rachat, moi je ne me permettrai pas de dire pourquoi Vincent Martin décide à un moment donné. Oui. Moi, pour en avoir des fois discuté avec lui quand on se retrouve en réunion, la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout ça, c'est des opportunités qui se font. Des fois, il suffit qu'il y ait une bonne affaire, quelqu'un qui connaisse, et puis ça permet d'agrandir la région d'intervention et puis d'emmener des métiers complémentaires. Quand SNCTP a été racheté, ça a remis, par exemple, du génie civil, un peu d'électricité et puis du bâtiment dans le groupe Roger Martin. Et là, les dernières acquisitions, Buesa et Famille. Donc Buesa, eux, ils ont des secteurs où ils font de la démolition, des constructions, démolition, désamontage, et ils ont des beaux échelons de matériel de grand terrassement. D'ailleurs, ils étaient avec l'agence Grand Travaux sur la 2x2 voies à Gimont. Donc il y a eu des partenariats qui se sont faits. Puis à un moment donné, il se trouve que des fois c'est uniquement
pas un coup de chance, mais une opportunité qui une se présente. opportunité, Quelqu'un que notre patron Vincent Martin, notre PDG, connaît, puis qu'un jour il lui dit, écoute, mon entreprise a peut-être été à vendre, est-ce que ça t'intéresse? Après, en fonction du prix de vente et puis du savoir-faire de ces gens, il faut que ce soit un plus pour le groupe Projet Martin. Faut pas, je n'imagine pas, et là je parle en mon nom, mais avec mes petits moyens à moi, que Vincent Martin irait un jour investir dans quelque chose de boiteux et puis qui ne fonctionne pas. Oui. Voilà, à un moment donné, c'est mûrement réfléchi, puis il faut que la trésorerie, les banques suivent, parce que les rachats de sociétés comme ça se fait pas comme ça. Parce que là entre le rachat de famille de Buesa, le groupe Projet Martin a augmenté de 700 et quelques personnes. Le personnel, aujourd'hui, c'est 2650 collaborateurs à peu près, quoi, depuis le rachat. Donc voilà, à un moment donné, il faut grossir, mais grossir en fonction de ce qui nous serait utile. Et il ne faut pas avoir les yeux plus gros que les ventres. Il ne faudrait pas non plus qu'à un moment donné, on soit trop gros et puis qu'on ne soit pas armé pour organiser tout ça. Parce qu'après, il faut l'organiser. Il faut que chacun travaille avec les mêmes supports informatiques. Il faut qu'on ait tous les mêmes logiciels, que ce soit en RH, en études de prix, tout ça. Il y a des choses derrière qui sont lourdes à mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça. On ne rachète pas une société comme on rachète un nouveau camion, quoi. En gros, voilà. C'est un peu plus... Ouais, c'est un peu plus... et donc j'ai vu que la CETEC à Dior est devenue le siège social de la région Centre-Val de Loire du groupe Projet Martin depuis pas très longtemps, un an. C'est officiel depuis le 1er janvier. Là. 1er janvier. Ça faisait 2 ans, presque 2 ans qu'on parlait de régionalisation, mais on ne l'avait pas inscrit d'un point de vue administratif et fiscal. Aujourd'hui, c'est fait depuis le 1er janvier. On a changé même les papiers en tête. Je vous dis, on est tous sur le même numéro de SIRET. Donc ça se décline par du Roger Martin Centre-Val de Loire et on décline par établissement. Donc par exemple, moi, je suis CETEC du Roger Martin Centre-Val de Loire. Mes cousins, Axiroute et les autres Merlot, chacun décline. Voilà. Ok, donc c'est pour un souci organisationnel. Voilà, puis ça nous simplifie la vie parce que quand on fait appel à la synergie, la première synergie qu'on fait, c'est dans notre région. Quand on a besoin d'une pelle ou d'une équipe de disponible, avant d'aller demander aux agences de Auvergne-Rhône-Alpes ou de Bourgogne-Franche-Comté ou du sud de la France, suite aux nouvelles acquisitions de Buesa par exemple, on va demander déjà aux entreprises voisines, aux établissements voisins. Moi, j'ai besoin d'une équipe. Je suis dans le dur, il me manque une équipe pour honorer un délai sur un chantier. Je vais déjà demander à mes voisins de Bourges, par exemple. Ou alors après, un peu plus loin, on va demander à Orléans ou à Merlot dans la Nièvre. Et si dans la région, on n'a pas de possibilité, on va étendre notre recherche de synergie dans les autres régions. Ok. Voilà. Vous n'avez pas de carrière dans le groupe Projet Martin? Non. Si, il y a des carrières. Okay. Il y a des carrières. D'accord. On a des carrières, Ok. Est-ce qu'il y a des avancées technologiques qui vous sembleraient prometteuses pour les groupes? Bon, on a déjà un peu évoqué le sujet, notamment de l'IA ou même en fait terrain comme bureau d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur l'IA et peut-être nous dire plus largement s'il y a d'autres peut-être sujets qui font parler un peu dans le groupe Projet Martin? L'IA aujourd'hui, ça commence à faire parler. Il y a un petit sondage qui a été demandé justement par notre PDG. Donc on a demandé à chaque responsable cadre dans ces établissements respectifs ce qu'on pensait de l'IA et dans quel domaine ça pourrait. Donc c'est une réflexion que nous sommes en train d'avoir. Donc après, en fonction des réponses des uns des autres, peut-être qu'il y aura des avancées. Moi, à titre personnel, ce que je vous disais il y a quelques instants, l'IA, ça peut être une aide, effectivement, mais il ne faut pas que ça remplace la décision finale du collaborateur. C'est-à-dire que l'IA, par exemple, dans nos bureaux d'études, pour l'aide à la rédaction d'un bon mémoire, pour un courrier quelconque de réponse à un client, des choses de ce style, une présentation, l'IA peut avoir un intérêt. Mais dans un choix tactique et un choix où on engage, on va dire, des euros, pour parler simplement, je pense qu'il faut faire attention. Ça va être une aide, c'est indéniable, mais il ne faut pas que l'IA... Et surtout, moi, j'en veux pour preuve de la nouvelle génération, qui est une génération plus ordinateur, plus portable que la mienne, forcément. Donc des gens qui, déjà, depuis leur plus jeune âge, ont eu des téléphones portables dans les mains, des tablettes, des ordinateurs, qui, pour le moindre courrier, moi je le vois, parce que je m'occupe du recrutement, on voit bien que les CV, c'est des CV tout faits, les lettres de motivation, elles sont toutes faites. Je ne voudrais pas que l'IA remplace tout ça et que notre jeune génération diplômée reçoivent, grâce à l'IA, la béquille comme les oiseaux avec les petits, quoi, et qui ne se construisent pas d'eux-mêmes. Et qu'à un moment donné, quand ils aient une difficulté, il suffit que l'IA ne soit plus présente et qu'ils ne puissent pas chercher par eux-mêmes. Il faut que le cerveau continue de marcher. Alors on va dire, c'est peut-être un discours de vieux schnock, mais moi je pense qu'il faut faire attention quand même à l'IA. Après, il y a des choses, des technicités, des technologies que nous ont évité
de la pénibilité. Ils nous ont apporté de la précision sur nos réalisations de chantier. Les GPS, moi quand j'ai commencé ma carrière, il n'y a pas beaucoup de GPS. Maintenant, on a trois personnes dans ce qu'on appelait une brigade topo. Avant, il y avait une personne, même moi au début je suis rentré, il y avait même personne. C'était les chefs de chantier pendant les jours d'intempéries qui dessinaient sur la table de dessin au rotring les plans de recollement pour les réseaux que nous étions en train d'établir et de finir. Aujourd'hui, voilà, avec la brigade topo, avec les outils de GPS, les montages de chantier en 3D pour vérifier des volumes en avant-métré ou même pendant les travaux ou à la fin. Donc tout ça, c'est quand même une nette avancée. Ce serait dommage de s'en priver. Ouais, puis quand vous disiez que c'est peut-être des idées de vieux ou je ne sais quoi, en vrai, je pense que même la jeune génération, pour beaucoup, on est assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que, comme pour la calculatrice, par exemple, c'est pas parce que parfois on va y faire des calculs un peu complexes qu'il faut plus du tout savoir calculer mentalement. Donc je pense que c'est un outil qui va servir, dans le cadre de la prise de décision, à rassembler des éléments, mais in fine, c'est bien l'humain expérimenté du secteur d'activité qui sera le plus à même de prendre une bonne décision. Est-ce que vous trouvez justement que sur ces sujets-là, plus informatiques, disons, les jeunes générations ont plus de facilité parfois que les plus anciennes ou pas forcément? J'ai les deux cas. À titre d'exemple, on a mis en place, il y a 2 ans maintenant, des tablettes aux chefs de chantier. Nos concurrents, ils y sont déjà depuis longtemps, les majors. Nous, on n'avait encore pas franchi ce pas. Nous étions encore sur des rapports papier. Donc après, ça nécessitait une saisie derrière par du personnel donc administratif, sédentaire. Et voilà, donc ça fonctionnait. Maintenant, on avait nos dépenses de chantier, on avait les pointages du personnel pour établir les payes, on avait les pointages matériels pour la recette matérielle, on avait toutes les informations. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, il a été généralisé au niveau du groupe un ERP général à toutes les filiales, tous les établissements, avec des tablettes. Donc effectivement, j'ai vu les deux. Nous, chez CETEC, il y a 25 chefs de chantier, chefs d'équipe. Donc il y en a qui sont issus du terrain, parce qu'ils ont gravi les échelons par leurs compétences, leur ancienneté. J'ai des chefs de chantier qui étaient des bons maçons, d'autres des bons chauffeurs d'engin. Puis j'en ai d'autres qui sont issus de l'alternance, qui ont fait des bacs pro, des BTS ou plus. Donc j'ai voulu voir à peu près comment s'adaptaient au niveau les gens par rapport à l'utilisation de la tablette. J'étais agréablement surpris parce que même à part une ou deux exceptions, des gens qui sont en fin de carrière, qui sont à 1 an ou 2 de la retraite, qui ont peiné à un moment donné, pas à remplir les tablettes parce que c'est intuitif malgré tout, mais quand on a passé la gamme supérieure avec la création par exemple des commandes d'achat, tout ça, ou faire quelques ajustements, les mises à jour de l'ERP, on a bien vu qu'il y avait certains personnels qui étaient un peu plus à la peine. Mais globalement, j'étais quand même assez surpris. Je n'ai pas vu tant d'écart que ça entre la nouvelle génération, née avec tablette et portable, et les anciens qui ont commencé. Aujourd'hui, même les anciens, tout le monde, aujourd'hui, il faut faire sa déclaration d'impôt sur Internet. Il y a plein de choses qu'on fait sur Internet. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas Internet et qui ne sait pas servir d'une tablette, d'un portable ou de son téléphone, son smartphone, il va être vite déconnecté, vite mis à l'écart de la société. La société, aujourd'hui, elle est construite autour de ça, quoi. Et le RP que vous utilisez, c'est lequel, sans indiscrétion? Ruby. Ruby, ok, d'accord. Donc le groupe travaille sur Ruby pour la gestion planning chantier et puis le rapport journalier. C'est-à-dire que les dispatchers disposent d'un planning prévisionnel Ruby où on renseigne les besoins de chaque chantier du J pour le J+1. Donc comme ça, les chefs de chantier sur la tablette, ils récupèrent des rapports journaliers pré-remplis. Il ne reste plus qu'à mettre les heures pour le personnel, les heures pour le matériel et les bons de réception de la matière première qui aurait été livrée journalièrement. Et sur l'IA, on en a parlé rapidement, mais vous êtes en réflexion, vous ne l'utilisez pas du tout à l'heure actuelle ou un petit peu? Si, moi, personnel chantier, moi-même, non. À part quand on va sur ChatGPT ou je ne sais quoi, si on veut chercher quelque chose, ou même sur Google, un moteur de recherche lambda. Mais je sais que mes collègues de bureau d'études, des fois, font appel à justement l'intelligence artificielle ou certains logiciels d'IA pour, comme on disait tout à l'heure, la présentation d'un mémoire ou un courrier type. Ok, donc il n'y a pas de solution uniforme pour tout le monde, c'est chacun un peu... Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui, je vous dis, on est dans la réflexion à ce stade-là. Le groupe me semble être en réflexion pour voir comment on pourrait avancer et faire certaines choses peut-être mieux, plus rapidement, avec l'aide de l'IA. D'accord. Mais là, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est un sentiment personnel. Hein. C'est pas pour autant que demain, Vincent Martin et la grande direction du groupe, le comité de direction, diront, comme François Moreau a dit aujourd'hui devant vous, l'IA servirait qu'à ça, qu'à ça. Il y a des gens certainement qui ont des idées
plus avancés sur le domaine que moi. Oui, j'imagine. Je vous remercie en tout cas pour cet épisode. Moi, j'en viens un peu au bout de mes questions, donc j'espère que ça vous aura plu. Oui, toujours agréable de parler de son métier avec passion et puis transmettre cette passion. Effectivement, on me disait tout à l'heure, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, j'ai pas de solution miracle, mais voilà, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné, faut avoir de l'ambition, mais faut faire preuve d'humilité quand même. Et puis, quand on a tout ça et qu'on est courageux et qu'on aime ce qu'on fait, les carrières s'ouvrent à nous, généralement. Super. Merci François Moreau. Merci à vous. Allez, je pense qu'on est bon.